à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, nous avons eu la chance d'interviewer Nota Bene. Vous le connaissez sans doute par ses 2 millions d'abonnés sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Il est devenu une vraie figure de la médiation historique. Tout de suite, nous revenons sur son parcours et sur son évolution et on vous souhaite une très agréable vidéo. Oui, alors Nota Bene, donc c'est une émission que j'ai lancée en 2014, que j'ai lancée pour diverses raisons, mais la raison principale, c'est que je m'ennuyais un petit peu chez moi. Voilà, j'avais perdu mon boulot quelques mois plus tôt, fallait que je me trouve une occupation, et cette occupation, ça a été Nota Bene. En fait, moi, j'ai commencé une université, une licence d'histoire après le lycée. Et en fait, j'ai pas continué cette licence d'histoire, c'était super intéressant, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rentrer dans le domaine de l'audiovisuel, et donc j'ai arrêté la fac et j'ai commencé un BTS en audiovisuel. J'ai eu la chance de le faire en alternance, donc j'ai travaillé dans une société de production dès le départ en tant que caméraman et monteur, et je suis resté près de 6 ans, un peu plus de 6 ans dans cette boîte, où je faisais des films pour des entreprises, du documentaire, et en gros je faisais déjà de la médiation et de la vulgarisation sans trop le savoir, puisque j'avais beaucoup d'entreprises différentes dans le domaine de la culture, du marketing, de la communication, de la chimie, de l'industrie, de tout ce que vous voulez. Et on faisait des interviews de chercheurs, d'ingénieurs, de salariés, et il fallait que moi j'arrive à comprendre tout ce qu'on était en train de me dire pour le restituer dans des films qui n'étaient pas très très longs. Donc finalement, je faisais ce que je fais avec Nota Bene. Et quand j'ai perdu mon boulot, parce que malheureusement la boîte dans laquelle j'étais battait de l'aile, et donc on a tous perdu notre boulot, je me suis retrouvé à rien faire, et là je me suis dit je venais de déménager en province, j'avais quitté Paris, je savais pas trop quoi faire, et j'ai vu que sur YouTube il y avait des émissions de sciences qui commençaient à se monter. J'ai cherché pour voir s'il y avait pas une émission d'histoire, parce que ça m'intéressait, et il y en avait pas. Donc je me suis dit tiens, ça va être mon projet, j'ai 2 ans de chômage, je me réserve 1 an, je fais ça, et je verrai bien. Et le deal avec ma femme, c'était que j'ai le droit de me consacrer pendant 1 an à ce projet-là, et puis dans 1 an on fait le bilan, mais sans grand espoir, parce qu'à l'époque honnêtement YouTube en 2014 tu te lançais pas en te disant que ça allait être ton métier, hein, voilà. Et pour moi dans ma tête c'était 1 an de kiff, et ensuite c'est fini, et je retournerai à la vraie vie entre guillemets, avec un taf, et puis voilà. Et en fait, tout de suite, il y a eu beaucoup de succès sur la chaîne, et très vite je me suis dit peut-être que si je fais ça bien, il y a moyen que ça devienne mon métier, même si je me doutais absolument pas que ça deviendrait ce que Nota Bene est aujourd'hui, puisque ça fait quand même 11 ans que ça dure, et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Nota Bene. Mais cette passion de l'histoire, elle est venue avec Nota Bene en fait. Moi j'étais pas un énorme passionné d'histoire, j'aimais bien l'histoire, ouais, c'était sympa, c'est une matière que j'aimais bien. J'étais pas un passionné non plus. Moi depuis que je suis gamin, ce que j'adore c'est les jeux vidéo et le cinéma. Voilà. Et il se trouve que souvent quand on me dit oui mais du coup la passion de l'histoire tu l'avais pas, je disais non, pas trop. Et en fait je pense que ce qui m'a amené à l'histoire c'est justement le cinéma et le jeu vidéo, parce que je regardais plein de grands films hollywoodiens quand j'étais gamin, et que souvent c'est des films dans lesquels on peut retrouver Gladiator, Braveheart, des contextes historiques, même si l'histoire elle est romancée, même si souvent des fois elle est fausse comme elle est présentée dans ces films-là. C'est peut-être ce qui m'a donné envie de m'y intéresser. Donc il y avait un petit intérêt qui était là, et puis forcément, comme tout sujet, quand tu commences à t'y intéresser un petit peu plus en profondeur, tu t'aperçois que c'est chouette, que tu connais rien, et que tu as envie d'en savoir plus, et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire. Et avec l'histoire, et avec Nota Bene, ce qui a été chouette, c'est que plus l'émission avait de succès, plus j'avais des portes qui s'ouvraient auprès d'institutions comme le musée du Louvre avec qui j'ai travaillé dès 2015, mais aussi auprès d'universitaires, d'historiens, d'archéologues qui se disaient tiens, ce que fait Ben c'est pas mal, donc ok, j'accepte de bosser avec lui. Et en fait au fur et à mesure il y a de plus en plus d'historiens qui ont commencé à écrire, même pour la chaîne. Au début j'écrivais tout seul, enfin avec ma femme aussi, et à partir de 2018 il y a eu un basculement où en fait la chaîne, quasiment l'intégralité des épisodes c'est écrit par d'autres personnes, hein. C'est entre 20 et 40 auteurs à l'année
c'est les historiens, les archéologues qui écrivent le fond des vidéos pour que ça soit béton, parce que très rapidement avec ce succès sur YouTube, je me suis posé des questions, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, oh, bah c'est chouette, je suis content que mon émission ait du succès. Maintenant, je parle d'histoire, c'est une science, je suis pas historien, j'ai quelques bases, mais est-ce que je vais pas dire des bêtises? Et si j'en dis, est-ce que ça va pas participer à désinformer massivement le public, à créer des fake news, voilà. Et donc, moi j'avais vraiment peur de tout ça, même si j'essayais de tout faire pour faire le meilleur boulot possible. Et donc, bah, j'ai voulu travailler avec les historiens, les archéologues, pour transmettre cette histoire scientifique. Et aujourd'hui, Nota Bene, c'est une émission qui a bonne presse, qui a bonne réputation dans le milieu scientifique, parce que je donne souvent la parole aux scientifiques, que je travaille avec eux, que quand je fais une bêtise, j'hésite pas à le dire et à le communiquer auprès de la communauté en disant on s'est foiré, désolé, pourquoi est-ce qu'on s'est foiré, on essaie de comprendre les raisons qui nous ont induits en erreur, et puis on corrige, voilà. Mais Nota Bene maintenant c'est une dizaine de personnes à temps plein, plus 4 ou 5 personnes qui gravitent autour, cartographes, monteurs, plus tous ces auteurs, historiens, archéologues qui travaillent autour de l'émission. Donc voilà, et aujourd'hui c'est une vraie passion, ça fait 11 ans que j'en mange matin, midi et soir, donc voilà, je suis passionné, et le problème avec les passionnés, c'est que dès qu'ils commencent à vous parler, non seulement ils s'arrêtent plus, vous le voyez, mais en plus c'est contagieux. Voilà. Et donc, malgré tout, vous estimez que vous avez quand même une responsabilité de par la visibilité que vous avez dans ce que vous dites, du coup, si j'ai bien compris. Oh oui, une grosse responsabilité. Chaque média, chaque personne publique qui s'exprime et qui a une audience a une responsabilité vis-à-vis de son audience, c'est évident. Et ceux qui le nient ou disent non mais moi je suis pas responsable, les gens font ce qu'ils veulent, ils m'écoutent mais ils sont pas obligés de me croire, voilà. Je trouve que c'est un petit peu ne pas assumer ses responsabilités. Parce que, on le sait, les gens ils écoutent, ils apprennent à nous regarder, ils peuvent nous faire confiance, et c'est important de respecter ça en fait. Et moi je sais que l'émission rien que sur YouTube, on est encore à 5 millions de vues par mois. Donc ça fait beaucoup en fait, beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui apprennent des trucs et qui se divertissent, hein, parce que moi le but premier de Nota Bene c'est de passer un bon moment quand même quand on clique sur la vidéo, au-delà d'apprendre des trucs, mais si on apprend des trucs c'est chouette. Mais si on commence à propager des fake news ou à raconter n'importe quoi ou à manipuler cette histoire, évidemment qu'on a une responsabilité. Et du coup, quel regard apportez-vous à l'instrumentalisation de l'histoire, notamment en politique ? Alors pour moi, et tout le monde ne va pas être d'accord avec ça, mais pour moi l'histoire elle est politique dans tous les cas. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, quand tu parles d'histoire, à un moment donné, c'est politique. Tout simplement, de par la manière dont tu choisis de parler d'histoire. Moi, par exemple, mon émission, il y a des gens qui considèrent que c'est très orienté politiquement. Les gens plutôt en général réactionnaires, qui disent « Ah non, mais Nota Bene, non, mais c'est une version woke et progressive de l'histoire, blablabla. » Bon. Moi je considère pas que je manipule l'histoire dans mes vidéos ou que je les oriente. En revanche, il serait faux de dire que cette émission elle a pas un côté politique, parce qu'en fait cette politique elle se manifeste comment ? Elle se manifeste par ma programmation éditoriale, par les choix que je fais, quel sujet je vais aborder. Et qu'est-ce que je fais moi sur l'émission ? C'est que j'aborde une histoire pluriel, c'est-à-dire une histoire, toutes les sortes d'histoires, une histoire économique, sociale, scientifique, militaire, ce que vous voulez. J'aborde absolument tous les thèmes, j'ai pas de limitation là-dessus, j'aborde toutes les périodes, j'aborde toutes les zones géographiques, donc c'est-à-dire que je ne parle pas que de l'histoire de France, et en fait ça, en tant que tel, juste ça, c'est un engagement politique. Parce que ça va aussi contre une vision très ancienne et très réactionnaire et très conservatrice de l'histoire, qui est une histoire du 19e siècle, qui met surtout en avant l'histoire de France, et une histoire qui est un peu biaisée en plus et datée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est montrer que la science, elle évolue, c'est montrer les débats qu'il y a aujourd'hui dans les communautés d'historiens. Tous les historiens ne sont pas d'accord sur tout ce qui s'est passé, ou comment interpréter certaines choses. En revanche, il y a ce qu'on appelle des consensus, donc où les historiens sont globalement très d'accord sur ce qui s'est passé, sur un événement ou comment l'interpréter.
Et puis, il y a des nouvelles interrogations. En fait, la société, elle évolue. Avec elle, nos mœurs et nos questionnements évoluent aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2026, eh bien, on pose des questions à des textes du Moyen-Âge, par exemple, des questions qu'on n'avait jamais posées à ces textes. Donc il y a des textes, ça fait 500 ans, qui sont étudiés, qui sont décortiqués, et là en fait on leur pose des questions qu'on n'avait jamais posées, et en fait on a des nouvelles réponses, avec parfois des nouvelles zones d'ombre. Et c'est pour ça que quand on commence à faire, par exemple, l'histoire des LGBT ou des minorités, et qu'on fait des vidéos là-dessus, il y a des gens qui peuvent attaquer l'émission en disant « Ah mais attendez, là c'est n'importe quoi, c'est de l'émission woke où on réécrit l'histoire pour essayer de valoriser les LGBT, etc. Au Moyen-Âge, il n'y en avait pas des LGBT. » Et bien justement, en fait, c'est qu'avant, c'est sûr qu'au 19e siècle, on se posait pas vraiment cette question, mais depuis la société, elle a évolué. Alors quand on regarde les sources, qu'on lit les textes du Moyen-Âge, et qu'on se dit, bah attends, c'est vrai qu'on s'est jamais posé la question, est-ce qu'il y a des traces de personnes LGBT, en fait, dans les écrits, ou dans les iconographies, dans les photos, et puis on regarde, et en fait, il y a certains indices qui nous disent ah bah ouais en fait il y en avait quoi, et ils en parlent, et c'est intéressant en fait de voir comment c'était traité, comment ça a évolué, et c'est pas réécrire l'histoire que de faire ça. Donc une fois qu'on a dit tout ça, que l'histoire elle est politique par nature, l'histoire elle est politique par nature aussi parce que les sources qui ont été produites et sur lesquelles on va travailler pour faire de l'histoire, elles sont souvent politiques. Typiquement, un texte du Moyen-Âge, il faut toujours se poser des questions, hein, quand on est face à un document et qu'on veut analyser, on va faire une critique. Critique, ça veut pas dire négatif, hein, ou positif, ça veut dire qu'on va analyser le document. On a un document, on se pose des questions, on se dit bon, qui l'a écrit ? À quelle époque ? Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit ? Est-ce qu'il n'a pas été payé par quelqu'un pour le faire ? Bon, la plupart des chroniques qu'on retrouve du Moyen-Âge, elles ont des auteurs qui sont au service de puissants. Et ces puissants-là, ils ont intérêt à valoriser une version de l'histoire, ou à se faire mousser un petit peu, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs, quand on s'intéresse à un événement, on va voir différentes sources qui viennent de différents endroits, et des fois on a tout et son contraire qui sont racontés par deux camps sur le même événement. Et donc le boulot de l'historien, ça va être d'essayer de décortiquer ça, de mener l'enquête, un peu comme Sherlock Holmes, et de dire, bon, qu'est-ce qui est probable, pas probable, qu'est-ce qu'on sait pas. Quand il n'y a pas de source sur un événement, eh ben, on va aller voir d'autres sources qui sont autour, éventuellement, et en analysant ces sources-là, on va essayer de tisser des liens en se disant, bon, on n'a rien au milieu, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais vu ce que nous disent les autres sources, peut-être que ça s'est passé comme ça, mais on n'est pas sûr. Donc il faut une certaine humilité, une certaine démarche, une certaine méthode, en fait, pour parler d'histoire. Mais vu que cette histoire-là, finalement, elle est plutôt politique, en fait, l'histoire, c'est un outil de légitimation. C'est-à-dire que grâce à l'histoire, on peut légitimer une position, un discours, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais qui s'est toujours passé, en fait, hein, c'est comme ça depuis la nuit des temps. On a des leaders politiques qui vont utiliser l'histoire en disant, oui, alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça, qu'on aille dans cette direction. Pourquoi je vous propose ça ? Eh bien, regardez, il y a 500 ans, ils ont fait ça, ils ont réussi, ils avaient raison. Et peu importe que ça soit vrai ou pas. Mais c'est de dire, regardez, ils l'ont fait dans le passé, j'ai la preuve, donc on va faire pareil. C'est un outil de légitimation, et donc c'est normal que dans les discours des politiques, je ne veux pas leur jeter la pierre, hein, c'est normal que pour essayer de convaincre, on fait appel au passé et donc à l'histoire. Maintenant, il y a certains hommes politiques ou certains partis qui vont faire beaucoup plus appel à l'histoire qu'à d'autres. Et donc c'est aussi pour ça que ça suscite beaucoup de réactions chez certains historiens qui disent bon bah là ça suffit quoi, tu vois, de trafiquer l'histoire pour servir sa soupe, ça va 3 secondes. Voilà. Et justement du coup par rapport à ce rapport entre l'histoire et la politique, est-ce que vous êtes déjà entre guillemets auto-censuré, ou est-ce que vous avez juste même hésité à parler d'un certain sujet par rapport aux réactions qui pourrait y avoir en retour ? Alors j'ai pas vraiment de censure de mon côté, en tout cas c'est pas quelque chose que je sens au quotidien, parce que je le fais sur la plupart des plateformes, et que voilà. Après il y a des phases sur internet, sur les différentes plateformes, je parle de YouTube, de Facebook, de tout ça, il y a des phases où les plateformes sont un peu plus frileuses que d'autres, et il y a certains sujets, il faut pas en parler. Mais c'est un peu cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où pendant 2-3 ans je peux vraiment parler de ce que je veux, il n'y a pas de problème, et puis après, on sait pas trop pourquoi, parce que justement, d'un point de vue politique, tout ça, bon, c'est compliqué de parler de, je sais pas moi,
des nazis, où c'est compliqué de parler des personnes homosexuelles, ou de l'avortement. Voilà, ça peut arriver, hein. Et c'est quand même très très dommage. Et donc pour moi ça pose pas trop de problème, parce que vu que je produis énormément de vidéos, s'il y en a une qui saute ou qui est démonétisée, je me dis bon, c'est pas grave, je vais m'en remettre, je vais pas mourir quoi. Moi j'ai des copains, ils sortent une vidéo par mois, c'est que avec ça qu'ils gagnent leur argent, donc si leur vidéo elle est démonétisée ou supprimée, là c'est compliqué quoi, parce qu'il faut quand même qu'ils mangent à la fin du mois. Donc en fonction de ces périodes-là, ça peut être compliqué. Mais moi j'ai pas vraiment cette sensation de de censure dans les sujets. Après, ça m'est déjà arrivé, alors à une fois, ça m'est arrivé de ne pas aller traiter un sujet, mais c'est parce que mes proches m'ont dit non, franchement, le contexte en ce moment est pas fou, donc n'y va pas. C'est que je voulais faire l'histoire du djihad. Parce que c'est super intéressant, il y a plein de types de djihad différents. J'ai un historien que je connais qui est spécialiste de ces questions-là, et qui est en plus quelqu'un qui est rescapé du Bataclan, et moi je voulais absolument qu'on travaille ensemble, et c'est quelqu'un qui a aucune rancœur, il fait pas le mélange, je veux dire il a fait partie des victimes du Bataclan, et il n'est pas en mode les musulmans c'est les méchants, il est pas du tout là-dedans. Et donc ensemble on voulait revenir sur cette histoire du djihad, et c'est vrai que c'est une époque où il y avait beaucoup d'attentats, de gens qui se sont fait assassiner, et juste pour avoir commencé à parler d'un sujet, et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages de proches qui m'ont dit Ben, fais attention, peut-être pas en ce moment, peut-être plus tard. Et c'est vrai que je l'avais sorti en podcast, mais je l'ai pas sorti sur YouTube. Peut-être que ça viendra un jour, cette histoire du djihad. Mais c'est vrai que vu que je suis pas tout seul, j'ai une famille, j'ai des enfants, je m'étais dit, là on va calmer le jeu, je vais mettre ça un petit peu de côté. Ça a été vraiment la seule fois où je me suis censuré. Et la seule vidéo que j'ai pu supprimer de ma chaîne, c'est parce que c'était une chaîne allemande que j'aime beaucoup, qui fait de l'animation. C'est une très très grosse chaîne qui à l'époque faisait un truc sur pourquoi l'Europe c'est quand même important. Et ils avaient fait une vidéo là-dessus, et ils m'avaient dit nous on pense que c'est vraiment important, et on cherche des vidéastes dans d'autres pays qui acceptent de publier cette vidéo sur leur chaîne et de prendre la voix, puisque eux c'était en anglais et en allemand. Et donc il m'a dit Ben, est-ce que ça te dit de faire la voix française, de le poster sur ta chaîne, et que voilà, on montre ça. Et vu que moi je suis plutôt de la team l'Europe ça nous permet quand même d'être un peu plus fort ensemble, j'ai dit ok, même si j'étais pas d'accord en fait avec tout ce qui était dit dans la vidéo. Et quand cette vidéo est sortie, il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à critiquer sur l'Europe, et ça je l'entends tout à fait, il y a plein de choses qu'on peut critiquer. C'est vrai que j'ai pris énormément des campagnes de haine sur cette vidéo, et en fait je l'ai supprimée parce que c'était pas moi qui ai écrit le fond, donc j'étais pas d'accord avec tout. Je l'ai fait parce que j'étais d'accord avec l'idée générale, et donc je me suis dit ça m'embête de prendre autant cher sur les réseaux, alors qu'en fait c'est pas ce qui reflète totalement ma pensée, et en plus c'est une vidéo qui était du coup de facto un peu plus engagée que des vidéos factuelles que je fais sur Nota Bene, parce que vous l'avez compris, je suis pas en mode propagande dans mes vidéos. Donc voilà. Et la seule autre fois où je me suis pas censuré, certains ont, du côté pareil des réactionnaires, des conservateurs, ont dit haha, Nota Bene s'est censuré, il s'est mis à genoux devant le lobby des trans, voilà. C'était pas de la censure, c'est-à-dire que j'ai fait un épisode sur une femme, l'histoire d'une femme qui s'appelle Violette Maurice. Violette Maurice qui était plein de choses, qui était une sportive de haut niveau dans les années 20-30, qui était une championne automobile, et qui se frottait beaucoup au milieu masculin, donc elle n'hésitait pas à faire des compétitions qu'elle remportait, et donc c'est une figure vraiment presque féministe, sauf qu'elle se revendiquait pas du tout comme ça. Donc avec le recul on peut se dire c'est une figure très positive, et en même temps c'était une nana qui a beaucoup collaboré avec les nazis, donc voilà, c'est compliqué comme personnage, et le truc c'est que pour gagner plus de courses et permettre d'être plus performante au volant,
elle avait choisi de se couper les seins en fait. Et le truc c'est que moi je commence ma vidéo en disant que elle a subi une mutilation, qu'elle s'est mutilée en se coupant les seins. Et c'est vrai que j'ai eu une partie dès le début j'ai mis la vidéo, une partie de la communauté trans qui m'a dit c'est vraiment pas fou ce que t'as le mot que t'as utilisé, mutilé, c'est pas une mutilation quoi. Là c'était un choix, c'était différent en fait. Juste le choix du mot peut être blessant pour la communauté trans, ce que moi je comprends tout à fait, et j'ai trouvé que leurs arguments étaient bons, et je me suis dit quand tu heurtes une communauté à ce point et que tu trouves que leurs arguments sont valables, c'est normal de réagir en fait et en conséquence. Donc en fait j'ai supprimé la vidéo et je l'ai remise 1 heure après juste en virant le truc sur le fait qu'elle s'est mutilée. Voilà. Et donc ça c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit mais attends c'est une censure. Non c'est pas une censure, c'est juste que je prends en compte aussi les sensibilités de chacun, et là je trouve que c'était justifié et surtout ils avaient raison quoi sur les termes. Donc c'est pas vraiment de la censure, c'est plutôt une correction. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, comparé à quand vous avez commencé, donc en 2014, est-ce que vous trouvez que votre statut de youtubeur, entre guillemets, est mieux respecté, pris au sérieux par le monde de l'histoire, notamment, vu que c'est votre domaine, et que vous êtes du coup plus pris au sérieux ? Globalement, oui. Globalement, les créateurs de contenu sont beaucoup plus pris au sérieux qu'avant. Alors, je dis ça, et en général, c'est quand je le dis que 24 heures après, il y a un youtubeur qui est invité sur un plateau télé, et qu'on lui pose les mêmes questions débiles, et qu'on lui dit alors, ça fait quoi de faire des vidéos dans sa chambre ? Et puis surtout, la première question qu'on pose à chaque fois, c'est alors, tu gagnes combien ? Les gars, c'est bon quoi. Est-ce que à chaque fois que vous recevez quelqu'un, un auteur, un acteur, un autre présentateur télé, un musicien, est-ce que la première question c'est combien tu gagnes ? Bah non, en fait, tout le monde s'en fout quoi. Donc voilà, il y a toujours ces trucs là. Mais globalement, il y a eu une professionnalisation de tout le milieu, et puis une reconnaissance aussi de la part des différents travaux. C'est-à-dire que il y a eu une évolution même dans la manière d'appeler les gens. Alors, dans les grands médias, on appelle toujours youtubeur quelqu'un qui est sur YouTube, mais de plus en plus, c'est créateur de contenu, ou tu vois, moi typiquement on dit c'est vulgarisateur. Bon, quand on me dit tu préfères quoi comme appellation, moi je m'en fous un peu. En vrai, je fais de la médiation culturelle quoi, et scientifique, c'est ce que je fais. Mais on peut dire vulgarisateur, on peut dire créateur de contenu, on peut dire youtubeur, voilà, peu importe. Mais il y a une reconnaissance progressive qui s'est installée, et ça a été grâce aussi à des collaborations, alors dans mon secteur, qui est le secteur scientifique et culturel, à des collaborations avec des grandes institutions, comme le musée du Louvre, mais j'ai aussi travaillé avec énormément d'autres musées, avec le milieu du tourisme, avec tout ça, et en fait quand à un moment donné tout le monde se met à travailler avec toi, ça légitime aussi ce que tu fais. Même d'un point de vue académique, universitaire, scientifique, le fait de travailler moi avec des historiens, ça a vachement légitimé mon travail. Et ça c'est quand même quelque chose de chouette, parce que quand t'as des gens qui sont très très reconnus, tu vois, quand même reçu des médailles, ou qui sont professeurs au Collège de France et qui te disent moi j'adore l'émission et je veux bien venir dans ton émission parce que je sais que tu vas pas raconter de conneries. D'un coup, tout le monde dit bon, s'il va chez lui, c'est qu'effectivement ça a l'air d'être plutôt bien, tu vois, parce qu'ils vont pas aller chez n'importe quel pécore qui fait n'importe quoi. Donc il y a une reconnaissance de ça, et puis plus globalement il y a une reconnaissance du secteur de par l'aspect économique aussi qui tourne. C'est-à-dire que à l'époque, effectivement, les gens étaient un peu tout seuls dans leur chambre, tout ça. Et ce cliché, il vient pas de nulle part, il était un peu vrai. Aujourd'hui, tous les gros youtubeurs ont des équipes entières derrière, qui sont parfois plus fournies qu'à la télé, avec des économies qui sont aussi monstrueuses. Il y a des événements qui se font à côté. Moi, dès 2015, j'organisais des rencontres abonnées à Montbazon, à la forteresse médiévale. Il y avait 2000 personnes sur un week-end, voilà. Et 10 ans après, c'est quoi ? C'est le Merguez Tuning Show de Villebrequin, où il privatise tout un circuit pour faire des courses de voitures, ou Squeezie avec son événement autour des courses de voitures aussi. Donc voilà, on a des streamers, des youtubeurs qui commencent à envahir la télé, parce que la télé voit bien que il y a les jeunes, ils suivent plus vraiment les stars de la télé. En fait, ils vont voir les créateurs de contenu sur les réseaux. Donc Magla, elle fait Danse avec les stars. Voilà, et
c'est des choses comme ça qui montrent qu'il y a une reconnaissance, parfois seulement de la célébrité, d'une puissance économique, dans mon cas, ça va être une reconnaissance de la valeur de fond du travail, en fait. Donc, diverses formes de reconnaissance, mais il y a une reconnaissance, et c'est sûr que on n'est plus du tout dans le même contexte qu'il y a 11 ans, c'est sûr. Et vous pensez qu'il puisse y avoir dans le futur des collaborations justement entre la télé et des émissions, des acteurs comme vous ? Il y en a déjà, mais après c'est des collaborations aussi qui se font parce que il faut qu'ils renouvellent un petit peu leur image, leur public. Aujourd'hui, l'âge moyen de la télé, du public de la télé, est quand même relativement vieux, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a pas des gens de 20 ans qui regardent la télé. J'ai des gens dans ma famille qui sont jeunes et qui regardent la télé. Mais globalement, les gens sont plus âgés que ceux qui regardent sur Internet, quoi. Et donc il y a un intérêt pour la télé à aller explorer ces nouveaux formats, à aller trouver de nouvelles têtes, de nouvelles façons de présenter. Et moi, ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé à produire des trucs pour la télé, en fait. J'ai fait un documentaire sur les Vikings pour la chaîne Histoire. Là, j'en ai 4 qui sortent sur les Romains, pareil, sur la chaîne Histoire. J'en ai un qui sort chez France Télévisions sur les samouraïs. Et je suis pas le seul, en fait. Et donc c'est chouette parce que ça peut apporter aussi d'autres formes de narration, ça peut apporter un peu plus de pop culture, ça peut... Voilà. Maintenant, ça reste la télé et on est quand même beaucoup moins libre dans nos propos, dans la façon de faire les choses que ce qui se passe sur Internet. Et moi je le dis souvent, il y a encore cette petite image quand même de la télé ou de ce vieux monde médiatique, tu vois, qui te dit, mais moi quand j'ai commencé à faire de la télé, ils m'ont dit, ah ça y est, enfin tu fais de la télé, t'es content? Oui, enfin ça va, je suis content, mais en fait pour moi, eux pensaient que c'était la finalité, tu vois, genre le meilleur truc qui peut t'arriver, c'est d'arriver à la télé. Moi, pas du tout, vraiment, et j'ai été très clair avec eux. C'est-à-dire, je leur dis, mais moi, je suis content de venir à la télé pour parler à un nouveau public, pour tester des nouveaux formats, pour un documentaire, ça coûte très cher, donc pour faire des beaux documentaires et avec des belles images, tout ça, je suis très très content. Mais c'est pas une finalité. En fait, si dans 2 ans ça m'embête, quoi, j'arrête. Et ça va pas changer ma vie, en fait, parce que j'ai déjà une activité super sur tous les autres réseaux et que, en vrai, je me casse quand même beaucoup moins la tête sur mes propres réseaux, parce que c'est moi le patron, c'est moi qui fais ce que je veux. Je veux faire un épisode qui fait, je sais pas moi, 74 minutes 50, je peux le faire. Et je peux mettre les images que je veux dedans, et je peux dire ce que je veux dedans. Si je veux dire merde, je dis merde. Voilà, et pas à la télé. Parce qu'il faut que tu respectes les formats, le 26 minutes, le 52 minutes, le 90 minutes, que ah bah non, tu peux pas dire ce mot-là, ça c'est pas possible, ah non, tu ne peux pas mettre cette image-là parce que c'est issu d'un film qui est interdit aux moins de 18 ans, ou d'un jeu vidéo interdit aux moins de 18 ans, bon, c'est débile. Par exemple, là, mon documentaire sur Assassin's Creed, ils ont refusé que je mette des images les samouraïs, ils ont refusé que je mette des images d'Assassin's Creed parce que interdit aux moins de 18 ans. Mais les images que moi je voulais montrer, c'était juste le mec qui marche dans une ville. Point. Il y avait rien, il n'y avait pas de violence. Ils m'ont dit, ah bah non, c'est pas possible. Le jeu au total est interdit aux moins de 18, on peut pas mettre les images. Bon, bah ok, très bien. Donc c'est quand même absurde, c'est dommage. Ça porte préjudice en plus à cette médiation qu'on essaye de mettre en place. Donc tout n'est pas parfait à la télé. Pour moi, c'est juste une opportunité de faire d'autres trucs. Et c'est pas une finalité. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à nous dire les prochaines personnes que vous souhaiteriez voir sur notre chaîne YouTube. Et encore une fois, merci à Nota Bene d'avoir accepté cette interview. On vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée.